Bien, donc nous allons continuer notre discours sur Fritz Haber. Et comme je le disais, maintenant on va plus parler de la Première Guerre mondiale, et pour ça il faut parler de Fritz Haber, le criminel de guerre. Alors vous allez me dire, mais j'ai dit il y a 5 minutes que c'était un héros. Mais comme quoi, on peut être un héros et un criminel de guerre. Donc ce même Fritz Haber, en 1911, est nommé sur ordre express de l'empereur Wilhelm, directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm de physico-chimie et électrochimie. À l'époque, c'est un peu le top des institutions scientifiques en Allemagne. Et le temps passe, la guerre éclate, et malgré qu'il y ait des traités qui interdisaient déjà à l'époque l'utilisation de gaz toxiques, asphyxiants et des poisons en temps de guerre, à savoir les conventions de La Haye de 1899 et 1907, Fritz Haber décide de quand même faire des recherches sur des gaz de combat. À savoir qu'à la même époque, les Français eux-mêmes développaient le gaz lacrymogène. Mais Fritz Haber, lui, se dit que le gaz lacrymogène, c'est trop léger, il y a un coup de vent, le gaz, ça part, et puis finalement, ça ne fait que pleurer. C'est pas très efficace en temps de guerre. Non, lui, il préfère se concentrer sur le chlore. Le chlore, qui est un élément beaucoup plus lourd que l'air, et qui va bien pouvoir pénétrer dans les tranchées et bien rester là. Alors, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, sachez-le, que le chlore est un élément très toxique. À forte concentration, il peut faire énormément de dégâts. Si vous l'inhalez, vous avez les tissus internes qui peuvent se liquéfier et vous pouvez en mourir. Ouais, sympathique, hein. Donc, Fritz Haber, qui est entre-temps devenu capitaine, va sur le front, à Ypres, pour être exact, en Belgique, le 22 avril 1915, pour superviser la première attaque au chlore. Et lors de cette attaque, les Allemands placent des bonbonnes de chlore tout au long de la tranchée. Et une fois que le vent souffle vers les tranchées ennemies, à savoir les nôtres, les tranchées des Belges, des Canadiens et des Français, ils ouvrent les robinets et déversent plus de 168 tonnes de chlore sur les tranchées alliées. C'est une attaque qui a été fulgurante et terrifiante, puisque c'était une des premières attaques d'un gaz toxique, et ça a fait plus de 5000 morts et 15 000 blessés, en une attaque en presque une matinée. L'attaque était tellement une réussite, entre guillemets, que les Allemands arrivent à percer une brèche de 7 km dans les tranchées des Alliés, donc des Français, des Canadiens et des Belges. Mais ils décident de ne pas exploiter cette tranchée, ils décident de ne pas exploiter cette brèche plutôt, parce qu'ils ne le sentent pas. Alors vous allez me dire, mais c'est une violation des traités puisque ils ont utilisé un gaz asphyxiant, un poison en temps de guerre. Oui, mais l'Allemagne prétend que ce traité n'était valable que pour les obus et pas pour les bonbonnes. Or, eux, comme ils ont utilisé des bonbonnes, eh bien, ça annule complètement la, entre guillemets, violation. Donc Haber va poursuivre ses travaux, il va aller sur le front de l'Ouest pour refaire une attaque au gaz au chlore, et il va perfectionner d'autres armes, à savoir notamment le phosgène et l'hypérite, qui, derrière ce nom, entre guillemets, très joli, puisque ça fait référence quand même à la ville d'Ypres, se cache le gaz moutarde. Et le gaz moutarde, c'est vraiment une crasse. C'est un gaz toxique, donc c'est d'office une crasse, mais par rapport au chlore, là où le chlore, il fallait l'inhaler pour que ce soit toxique, avec le gaz moutarde, un simple contact cutané suffit à vous empoisonner. Donc voilà, Fritz Haber développe tous ces gaz qui ont été utilisés au cours de la Première Guerre mondiale, et ça a vraiment fait des ravages aussi bien dans un camp que dans l'autre, puisque par la suite, et les Britanniques et les Espagnols, si je ne me trompe pas, ont utilisé du gaz moutarde dans des conflits dans lesquels ils étaient impliqués, et encore aujourd'hui, le gaz moutarde est utilisé ou aurait été utilisé en Syrie.
Fritz Haber ne sera pas poursuivi après la guerre, car d'une part, il est très convoité par les puissances alliées, les Britanniques, les Américains, les Français, pour développer d'autres armes, pour travailler pour eux. Mais, comme je le disais, Fritz Haber est un patriote et c'est Deutschland über alles. Ce qui est un petit peu paradoxal, puisque pendant l'entre-deux-guerres, alors que le nazisme va prendre le pouvoir et la discrimination envers les juifs vont s'accentuer, il va y avoir les arrestations et toutes les horreurs qu'on connaît, Fritz Haber va lui rester en Allemagne jusque vers 1933. Pendant ce temps-là, il va continuer à travailler sur des produits chimiques, mais cette fois-ci un petit peu plus gentils, à savoir des pesticides qui vont permettre d'augmenter la production agricole, qui est très nécessaire en ces temps de reconstruction pour l'Allemagne. Et il va développer un liquide volatile, très odorant, mais extrêmement efficace, qui va permettre de tuer toutes les petites vermines, tous les poux, tous les petits insectes qui empoisonnent les champs allemands. Heureusement, c'est un gaz qui est très odorant, ce qui permet d'alerter les humains du danger. Et alors, c'est là qu'il y a toute une ironie historique qui va se créer, je vous explique. Selon les nomenclatures chimiques pour les produits toxiques, on donne une lettre en fonction de la toxicité et en fonction du danger, entre guillemets. Donc là, comme le produit étant certes efficace, mais à concentration faible, et très odorant, on lui a donné une nomenclature, la lettre A. Et par la suite, les nazis vont récupérer ce produit, qui s'appelle, pour la petite histoire, le cyanure d'hydrogène, et vont augmenter la concentration, faisant passer sa nomenclature de A à B. Et ce gaz, en fait, c'est tout simplement le zyklon B, qui a été utilisé dans les chambres à gaz et qui a tué bon nombre de tziganes, de roms, de juifs, d'handicapés, mais également la famille de Fritz Haber qui était juive. D'où cette ironie quelque peu historique. Même, comme je le disais, Fritz Haber a quitté l'Allemagne en 1933, après de nombreuses pressions de ses collègues scientifiques, Einstein, et je pense qu'il y avait Max Planck aussi qui lui avait conseillé de partir, mais après plusieurs refus, il décide finalement de quitter l'Allemagne en 1933 et décédera sur son chemin de l'exil à Bâle en 1934. Donc voilà, je vous ai présenté Fritz Haber, je vous ai dit que c'était un héros d'une part, dans un premier discours, et si on s'était limité à ce premier discours, on aurait pu croire qu'effectivement cet homme était quelqu'un de bien, enfin c'est peut-être quelqu'un de bien, ces travaux, il ne faut pas forcément se baser sur les travaux de quelqu'un pour établir si c'est quelqu'un de bon ou mauvais, je crois. Mais je pense aussi que cette histoire montre qu'il faut faire très attention à l'heure actuelle avec les fake news qui circulent, de toujours bien vérifier ses sources et de ne pas se contenter à une version qui peut vous être présentée et toujours faire travailler votre esprit critique. Merci beaucoup.